Entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Bien, merci de nous retrouver. Vous êtes en direct sur RDI Guyane, en radio et sur Facebook, avec Luc Germain et notre invité Olivier Mantez. Bonjour Olivier Luc. Mantez, bonjour. Bonjour. Bien, vous êtes président de Nofroyan, mais vous avez encore des responsabilités dans le monde, dans le secteur du BTP. On vous a vu souvent en première ligne dans les différentes turbulences qu'a connues ce secteur au cours des dernières années. On y vient tout de suite. On veut partir d'un fait d'actualité. Les dernières statistiques qui sont sorties sur le plan national indiquent que 90% du secteur du BTP aujourd'hui est en cessation d'activité. Qu'en est-il de la Guyane ? Alors bon, je pense que vos informations ont un peu évolué puisqu'il y a une reprise de l'activité en métropole importante suite à un accord entre le gouvernement et les professions du BTP. Donc en Guyane, globalement, l'activité a toujours été maintenue. Alors on n'est pas au niveau de la même phase au niveau du Covid-19, mais donc l'activité du bâtiment fonctionne. Alors en mode dégradé du fait qu'il faut respecter les gestes barrières. Mais je dirais qu'il y a une forte implication de l'État et de la CTG pour faire fonctionner le BTP actuellement. Alors, en 2014, le BTP a connu une crise très, très grave, avec une commande publique qui est passée de 450 à 271 millions d'euros. Est-ce qu'on est à ce niveau de crise ou est-ce pire ? Non, mais justement, je dirais qu'il y a une prise de conscience des chefs d'entreprise du BTP que l'on ne peut pas faire prendre le risque, encore une fois, à la Guyane, d'une nouvelle crise du BTP, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en toute conscience, un certain nombre de chefs d'entreprise ont décidé de maintenir leur activité de façon importante pour essayer d'atténuer cette crise qui va arriver, qui est inévitable, liée au Covid-19. Donc, la Guyane ne pourra pas avoir, après les événements de 2017, une nouvelle crise 3 ans plus tard. Ce sera très compliqué. Oui, alors cela dit, moi je me réfère à des statistiques finales de 2016, mais grosso modo, le secteur du BTP, c'est 5070 entreprises, salariés, pardon, 5077 salariés. C'est également 2534 entreprises, dont 2007 ont 0 salariés et 450 de 1 à 9. Alors, est-ce que vous ne considérez pas que ce soit un indice de vulnérabilité en regard du coronavirus ? Ah ben, tout à fait, hein. C'est clair que les petites entreprises avec 100 salariés ou que le patron, ben, globalement, elles seront en difficulté, hein. Donc, notre objectif, c'est quand même que les boîtes structurées, notamment les boîtes de la fédération, puissent tirer le système pour qu'il y ait le moins de dégâts possible et qu'à la fin de cette période-là, on puisse essayer de redémarrer parce que malheureusement, on avait quand même globalement les signaux qui se mettaient au vert. Nous avions une augmentation des salariés à la caisse de congés payés, ce qui n'était pas arrivé depuis 4 ans. Et il y avait des perspectives de chantier importants, notamment à la CTG, à l'État, au niveau de 2021, 2022, 2023. Donc malheureusement, les quelques clignotants se mettaient au vert et on risque de retomber dans un marasme important si on n'a pas des actions fortes. Et une des actions fortes, c'est de ne pas tout arrêter malgré le risque. Le risque actuel, c'est de ne pas tout arrêter pour que dans un ou 2 mois, on puisse redémarrer dans des conditions plus acceptables. Alors, j'ai fait référence à ces chiffres, Olivier Mantez, parce qu'en fait, ils indiquent qu'un très grand nombre d'entreprises est constitué d'artisans, d'indépendants, et que donc ils sont plus exposés que d'autres. Alors, j'aimerais savoir si sur le terrain, si vous avez des remontées de terrain s'agissant de cette population d'entreprises. Alors bon, nous, on n'est pas directement lié à ces entreprises-là, parce que c'est la Chambre des métiers et la CAPEB. Ce que je sais, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne fonctionnent pas, parce que bon, il y a des problèmes de circulation, il y a des problèmes de fermeture aussi des grossistes qui posent problème, puisque plus on met une petite boîte, moins notre stock. Donc globalement, quand on va travailler le matin, on passe chez le grossiste pour récupérer le matériel de la journée, et quand le magasin est fermé, on ne peut pas travailler. Bon. La préfecture a mis en place une commission de suivi économique qui est assez réactive et qui, tous les matins, on l'informe des blocages qu'il y aurait en Guyane. Et la préfecture prend son bâton de pèlerin et fait des actions fortes au niveau surtout des grossistes, des quincailliers guyanais pour qu'ils réouvrent. Et actuellement, je prends l'exemple sans
cité, une grosse quincaillerie qui était sur la route du Larivot vient de réouvrir ce matin. Oui, alors parce qu'apparemment, on prend des dispositions dans la chaîne on va dire, logistique du BTP. Il y a les fournisseurs, que vous venez d'évoquer. Alors là aussi, on s'est inquiété sur un certain nombre d'enseignes. Vous nous dites là maintenant qu'en fait, les plus grands fournisseurs, les principaux, restent en activité. Vous le confirmez? Alors, je dis pas les principaux, mais je dis qu'il y a une prise de conscience des grossistes qui, globalement, commencent à réouvrir partiellement parce qu'on ne peut pas imaginer que l'activité des bâtiments puisse continuer sans eux. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience de leur part pour pouvoir. Alors, il faut sûrement trouver des modes de fonctionnement différents, avec sûrement pas l'accueil au public, l'accueil aux professionnels, qui est différent, qui peut se faire par derrière. Mais il y a sûrement des. On est dans une situation inédite. Il faut trouver des modes de fonctionnement inédits. Connaissez-vous le nombre de sous-traitants du secteur du bâtiment? Parce qu'on a les artisans, mais on a aussi ceux qui les fournissent. Ça représente combien dans un rapport de 1 à combien, par exemple, par entreprise? Vous le connaissez, le nombre des sous-traitants? Pardon? Le nombre de sous-traitants, c'est-à-dire d'entreprises qui sont à l'arrière. Ce que vous avez indiqué, il y a notamment les fournisseurs, mais il y en a d'autres, ce qu'on appelle les sous-traitants du BTP, comme il y en a dans le secteur automobile. Bon, on sait qu'ils seront les... Voilà, bon, je dirais que nous, les fournisseurs, les gros fournisseurs industriels qui permettent d'avoir du béton, des agglos, de l'acier, refonctionnent. Notamment aussi bien à Saint-Laurent qu'à Guienne. Bien, alors, je pense qu'on peut segmenter un peu les catégories d'entreprises qui sont touchées par cette crise-là. Pour lesquelles craignez-vous le plus? Est-ce que c'est pour les TPE et artisans, pour les PME ou pour les filiales des grands groupes? Bon, réellement, je dirais que la personne qui est la plus en danger sur un système comme ça, c'est la TPE avec 1 ou 2 salariés ou le patron tout seul. C'est compliqué. Par contre, je dirais là où il risque d'y avoir le plus de dégâts et qui sont les entreprises les plus indispensables à la Guyane, c'est les TPE familiales, ça veut dire les PME familiales guyanaises, où elles ont moins d'encours bancaires que des filiales de grands groupes. Elles ont une fragilité liée à leur trésorerie. Et c'est vraiment ces entreprises-là qu'il faut qu'on apporte une attention particulière, aussi bien les donneurs d'ordre et aussi bien les grands groupes quand elles les emploient comme sous-traitants. D'accord. Alors à ce propos, le Fonds de solidarité fonctionne à partir du moment où une entreprise peut démontrer qu'elle a une perte de 70% de son chiffre d'affaires. Est-ce que vous considérez que si l'on observe la durée de la crise, qui est pour l'instant de 3 semaines, grosso modo, est-ce que vous considérez que c'est raisonnable ou surréaliste de démontrer une perte de 70% de chiffre d'affaires aujourd'hui pour avoir accès aux fonds de solidarité de 1 500 € par mois? Ouais, je pense qu'il y a certaines entreprises qui peuvent le faire, notamment des entreprises, bon, il y a des secteurs, il y a des zones où c'est plus compliqué à travailler, notamment le fleuve, où les entreprises qui interviennent sur le fleuve ne peuvent pas y travailler du fait des problèmes de Air Guyane, et en plus qui viennent se cumuler à un niveau historiquement bas du Maroni qui n'a pas été connu depuis une trentaine d'années. Donc tout ça fait que sur le fleuve, il y a vraiment des entreprises qui ne peuvent pas travailler réellement. Il y a aussi une spécificité en Guyane, c'est quand même la fermeture du centre spatial guyanais, qui est entièrement fermé. Donc, il n'y a aucun accès de aucune entreprise au centre spatial depuis une quinzaine de jours. Alors, vous vous souvenez que, puisque vous évoquez la question, en 2004, il y avait eu une récession qui était liée à la baisse d'activité du CSG. Est-ce que vous considérez qu'il y a autour de Kourou une forme de récession économique liée au coronavirus et à la fermeture du CSG? Ça me paraît évident. Bien sûr qu'à Kourou, le Kourou est la ville la plus impactée du fait de la fermeture du CSG. Ça, c'est clair. Donc, les entreprises qui travaillent souvent travaillent exclusivement que sur le CSG. Et donc, s'il n'y a pas de chantier au CSG, elles ne vont pas aller à Cayenne. Elles n'ont pas de chantier à Cayenne. Bien, le fonds de garantie de 300 milliards qui a été mis en place par le gouvernement a rassuré un certain nombre d'entreprises, mais bien entendu les plus structurées et les plus grandes. Par contre, les petites entreprises locales, même les PME, s'inquiètent du fait de savoir si les établissements bancaires locaux s'impliqueront vraiment dans cette démarche ou s'il faudra leur tirer les oreilles. J'imagine qu'il faudra un peu, bon, ça fera partie sûrement des négociations. Il faudra sûrement pousser les choses. Bon, on a la chance que nous avons 2 gros établissements bancaires publics en Guyane, qui sont bien présents. Il y aura sûrement un combat à avoir.
Mais je dirais, l'inquiétude des professionnels n'est pas là. L'inquiétude des professionnels, c'est que, bon, on annonce des dépenses de plusieurs milliards d'euros en France. Et on a vraiment une inquiétude de savoir si ça n'a pas une répercussion sur les investissements qui avaient été décidés sur la Guyane et que les futurs grands chantiers de la Guyane ne vont pas être sacrifiés à compenser ces milliards qu'il faut trouver et avec peut-être un décalage d'un certain nombre de travaux qui ne sont pas d'une urgence à l'échelle nationale et qui pourraient permettre de dégager de la trésorerie à l'État sur une période de 2-3 ans. On pense à des travaux routiers, on pense à des travaux avec la CTG, travaux avec l'État. Je pense que le risque en Guyane, il est peut-être plus là, d'être très vigilant que les programmations qui avaient été prévues soient bien réelles à la fin de cette crise-là. Alors, à ce propos, l'accord du 20 mars entre les différentes fédérations du bâtiment et le gouvernement a conduit un certain nombre de prescriptions, d'observations, et notamment que les donneurs d'ordre et notamment les représentants de l'État pourraient, sur place, donc dans les collectivités, les départements ou les régions, en l'occurrence en Guyane, pourraient définir la liste des priorités et des chantiers à mettre en place. Est-ce que vous en êtes là aujourd'hui? Non, on n'en est pas là. À l'heure d'aujourd'hui, les réunions qu'on a avec la préfecture, c'est pour permettre que le travail s'exécute de façon le plus convenable possible en Guyane. Vous imaginez bien qu'il y a des contraintes. Il y a aussi le problème, et il faut quand même en parler, c'est le problème de la santé de nos salariés. Les mesures barrières ne sont pas évidentes à mettre en place sur les chantiers. Donc, l'organisme chargé de la prévention dans le BTP, l'OPTPDB, vient de produire un document. Je peux vous garantir que j'étais encore il y a une quinzaine de minutes sur un de mes chantiers. C'est compliqué. Il faut que l'on remette en cause un certain nombre d'habitudes. Et c'est quand même notre priorité numéro 1 à l'heure d'aujourd'hui, c'est que les chantiers qui fonctionnent en garantissant la sécurité de nos salariés. L'aspect économique, honnêtement, on n'en est pas là aujourd'hui. Oui, alors à ce propos, le guide pratique qui est sorti hier, celui que vous évoquez de la fédération du PTP, indique que les entreprises doivent prendre des mesures contraignantes après avoir évalué le risque de contagion dans l'entreprise. Que faut-il entendre par mesures contraignantes? Et parce que les mesures, les gestes barrières, imaginez dans le BTP, si vous travaillez à moins de 1 mètre, il faut avoir soit un masque, soit un casque de protection. Vous savez la difficulté de trouver des masques en Guyane. Donc, ça veut dire que quand vous n'avez pas de masque, le personnel, il doit s'intercaler et pas travailler face à face. Vous avez le problème de l'hygiène. On doit beaucoup plus se laver les mains, beaucoup plus longtemps. Donc, les gars doivent arrêter leurs tâches pour aller se laver les mains régulièrement pendant toute la journée. Dans les véhicules qui amènent les salariés, on doit être plus que un par siège. Ça veut dire un à l'avant, un à l'arrière. Donc, ça fait multiplier le nombre de véhicules pour les entreprises. Toutes les entreprises n'ont pas ce véhicule-là, donc on fait double rotation. Voilà, il y a tout un certain nombre de contraintes qui sont difficiles et qu'il faut qu'on mette en place. On n'a pas le choix, de toute façon, c'est la réalité. Et puis, il y a un autre point qui est important. Il n'y a que des volontaires qui travaillent. Donc, il y a des gens qui ont peur en Guyane. Donc, il y a un taux d'absentéisme aussi, il ne faut pas le négliger. Il y a des gens qui ont fait droit de retrait. Ça existe. Vous coupez l'herbe sous le pied. Je voulais vous demander combien de salariés, enfin combien de cadres ou de salariés ont exercé le droit, à votre connaissance bien entendu, l'information dont vous disposez, ont exercé leur droit de retrait. Est-ce qu'on peut l'évaluer en pourcentage? Globalement, moi dans mes entreprises, très peu. Je pense qu'à à part une ou deux grosses entreprises qui ont des contraintes liées à leur comité d'entreprise, ça c'est ponctuel, c'est lié à leur vie d'entreprise. Mais globalement, il y a peu de droits de retrait. On a une attention très particulière aux personnes âgées. On sait que c'est quand même le sujet de ce virus. Vous savez très bien que dans le BTP, les gens à partir de 60 ans sont fragiles, sont usés par le métier. Malheureusement, la retraite dans le BTP n'est qu'à 70 ans, pour les gens qui n'ont pas assez cotisé. Donc, on a des gens de 60, 68, 69 ans sur le chantier. Donc, on est en train vraiment de s'organiser pour que ces personnes, s'il y a un risque, de pouvoir les mettre en arrêt de travail, en arrêt maladie, parce qu'on ne peut pas prendre le risque que ces personnes fragiles, qui vont approcher la retraite, vous imaginez la vie d'un homme, il a cotisé toute sa vie pour se retrouver malade à 2 ans avant la retraite, c'est pas acceptable. Donc, on a un effort important à faire sur cette catégorie de personnes de 60-70 ans qui sont actuellement sur les chantiers et qu'il faut qu'on persuade d'arrêter, parce que la loi le permet, de se mettre en arrêt de travail, en arrêt de maladie.
D'accord. Sans vouloir faire de procès d'intention, on a quand même, enfin, certains observateurs ont noté qu'il était très difficile d'appliquer ces mesures barrières sur les chantiers. Est-ce que ça vous paraît, vous, dans l'ordre du raisonnable, ou est-ce que ça implique vraiment des mesures plus drastiques? Donc un contrôle plus suivi des salariés. Imaginez déjà que les mesures nationales qui sont contrôlées par la gendarmerie en Guyane ne sont pas appliquées par beaucoup de gens. Donc sur le chantier, on n'a pas un gendarme partout derrière. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'étais ce matin-là, les gars ont tendance à se rapprocher entre eux quand ils discutent, à pas garder 1 mètre. Quand ils enlèvent les gants, ils vont pas toujours laver les mains. Oui, il y a une pédagogie à avoir, mais pas plus que je vois chez le Chinois, pas plus que je vois devant les cités où tout le monde discute. Mais c'est vrai, mais nos chantiers sont pas mieux, mais pas pire. Bien, dans les connaissances que vous avez, notamment du comité que vous avez évoqué, qui travaille enfin, en relation avec la préfecture, est-ce que des procédures de chômage partiel sont engagées et le sont-elles à un rythme soutenu ou est-ce qu'on reste encore à la marge? À aujourd'hui, nous n'avons pas de retour de la DIEC de Guyane sur du chômage partiel dans le BTP. Pour l'instant, jusqu'à que je vous parle, il n'y avait pas de chômage partiel accepté pour le BTP. C'était bien les tensions qu'on avait avec l'État. Donc, alors, suite à l'accord qu'il y a au niveau national, j'imagine que la DIEC de Guyane va recevoir des instructions où le préfet vont se coordonner pour permettre du chômage technique à des salariés du BTP. Mais à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas cette information-là et on n'a pas aucune information de la DIEC que c'est valide dans le Guyane. Alors, on voit les entreprises organisées d'une manière générale, en tout cas leur syndication, leurs représentants. J'aimerais savoir si le secteur du BTP travaille sur un scénario de traitement de la crise et si oui, quel est-il? Oui, alors bon, pour l'instant, il ne travaille pas, mais il a été clairement dans les jours. Comme je vous dis, notre priorité numéro 1, c'est l'application des règles de barrières sur les chantiers. Tous les chefs d'entreprise sont pris à 200% là-dessus. Mais on lève la tête et clairement, au niveau de la cellule économique, très rapidement, on va en toute transparence avec l'État, avec la CTG, avec les grands donneurs d'ordre, se remettre autour de la table pour identifier les affaires qui vont réellement sortir et émerger. À l'heure d'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que au niveau, je prends l'exemple de la CTG, au niveau de la CTG, ça continue à fonctionner, les appels d'offres sont en cours, il y a des commissions d'attribution de marché qui se réunissent même actuellement. Donc, au niveau de la CTG, l'outil n'est pas arrêté, pas du tout au niveau du BTP. Bah, si je vous écoute, Olivier Montez, en fait, le secteur du BTP serait certainement l'un des moins touchés par la crise, alors que dans le secteur du commerce, on sait bien, ça va être assez douloureux, pour ne pas dire une hécatombe. Est-ce qu'il y a un rapprochement possible ou concevable entre les différents secteurs d'activité, c'est-à-dire vous, la construction, le BTP, et le commerce, le transport et les services? Alors, bon, je dirais, je ne voudrais pas bon, au niveau du commerce, il faut analyser les commerces, les grandes surfaces, c'est une très bonne période actuellement. Donc, il n'y a pas que tous les commerces qui vont mal. Même les commerces de proximité d'alimentaire, ça marche bien, donc tout va pas mal. Je dirais qu'il y a aussi je pense par rapport à d'autres professions, il y a une prise de risque qui est une prise de conscience des chefs d'entreprise du BTP. On est des gens qui avons des entreprises où l'homme est au cœur de notre système et on est proche de nos gars. Et alors d'aujourd'hui, pourquoi on redémarre notre système? Parce qu'on est sur le terrain. Et je veux dire, c'est pas évident. Il y a un investissement personnel de beaucoup de chefs d'entreprise parce que c'est des gens c'est notre nature à nous d'apprendre des risques, d'être proche des gens, c'est la nature du BTP, et c'est peut-être la différence d'autres professions où les gens sont plus bureaucratiques, plus administratifs. Nous, on est des hommes de terrain, et sûrement ça a une influence sur la conduite de nos entreprises au quotidien. Moi, tous les jours, tous les matins, je suis auprès de mes gars sur les chantiers, parce que je sais que c'est compliqué, je sais que c'est tendu, je sais qu'il y a de la peur, qu'il y a de l'incompréhension, et c'est compliqué. Bah, alors, ce propos, parce que vous êtes sur... Il y a pas mal de commerces qui auraient pu très bien ouvrir en mettant des principes de gestes barrières, de circulation. Nous, on y arrive bien. C'est compliqué, oui. On y perd de l'argent. Mais globalement, quand on fait le bilan, il faut mieux c'est le fonctionnement en mode dégradé que fermer et attendre tout de l'État après. C'est qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois? On sera tous à tendre la main à l'État en disant qu'est-ce qu'on fait? Nous, on essaye d'avoir notre avenir dans nos mains, même si c'est compliqué.
Vous indiquez que vous étiez tous les jours sur sur le terrain, ce dont on ne doute pas. Ça signifie que vous avez une relative connaissance quand même des cas de coronavirus. Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, et dans les rapports que vous avez avec vos collègues, est-ce que vous constatez, vous, comment dirais-je, une incidence du coronavirus dans le secteur du bâtiment? Est-ce que des gens sont touchés dans ce domaine-là? Alors, c'est justement une réflexion que je me faisais en redescendant de Saint-Laurent avant-hier. Je ne connais, moi, à titre personnel, mais bon, je connais quand même pas mal d'entreprises, aucune personne touchée par le Covid-19 dans le BTP. À mon sujet. On a eu 2-3 cas à risque, et en fait, il y a des cas de dingue actuellement, notamment dans l'Ouest guyanais, il y a pas mal de dingue, et en fait, c'était 3 cas de dingue. Bon, alors, peut-être que je ne connais pas tout, mais à aujourd'hui, je n'ai pas de cas avérés, nous, dans nos entreprises. Voilà. Mais bon, en sachant que tout le monde n'est pas présent, que des gens sont chez eux. Donc, bon, il peut y avoir des cas qu'on ne connaît pas. Mais je parle des présents, des volontaires. Bien, qu'attendez-vous et attendez-vous quelque chose de l'État et des collectivités dans la gestion de cette crise? Alors, moi, j'attends déjà d'une grosse compréhension contractuelle. À l'heure d'aujourd'hui, on fonctionne tous en mode dégradé. Donc, on produit moins, on va moins vite. Ça nous coûte plus cher, donc j'espère qu'on va tenir compte de tout ça, parce qu'il y aura à la finale une addition. Et autant on peut comprendre qu'on mette les moyens humains, le dynamique pour pouvoir continuer l'activité en Guyane, en sachant que le BTP est quand même une activité essentielle, mais on ne comprendrait pas qu'à côté, on n'ait pas des appuis financiers pour tenir compte de cet effort qu'on a fait. Donc ça, c'est un déjà. Je pense que contractuellement, les maîtres d'ouvrage nous rassurent sur les problèmes de pénalité, les problèmes de délai de chantier, mais il y a quand même un aspect, dans une entreprise, vous êtes aussi des entrepreneurs, hein, c'est pas parce qu'on vous donne le chômage partiel que vous avez résorbé tous vos surcoûts. Et alors aujourd'hui, il se posera clairement un coup sur les surcoûts liés à cette baisse d'activité, à ces difficultés, et on espère que, comme nous on l'a fait pour pouvoir maintenir une activité, les maîtres d'ouvrage joueront le jeu des entreprises du BTP. Alors, les entreprises espèrent aussi autre chose, notamment sur les appels de cotisation sociale, patronale et salariale. Il y a eu un communiqué de l'ACO sur cette question-là. Alors, pensez-vous que les entreprises du BTP seront en mesure de compenser les pertes qu'elles vont accumuler et notamment être en mesure de payer les cotisations, leurs cotisations sur la période au cours de laquelle l'activité s'est arrêtée ou a été freinée? Non, mais ils sont automatiquement, pour un certain nombre de boîtes, il ne pourrait y avoir qu'un échelonnement dans la durée. Hein, c'est pas imaginable. Je prends l'exemple d'une des caisses qu'on gère nous-mêmes, c'est la caisse de congés payés. Donc, la caisse de congés payés, pareil, nous, on a accepté que les gens puissent reporter leur échéance dans les mois à venir. Et c'est clairement, quand vous avez une entreprise qui travaille qu'à 50% de son activité, elle est incapable de payer l'ensemble de ses charges. D'accord. Donc, sur le dispositif financier mis en place par le gouvernement, vous souscrivez totalement? Non, je ne souscris pas totalement. À l'heure d'aujourd'hui, je pense comme vous l'avez dit, il y a des annonces. Après, il y a la réalité de sa mise en œuvre en Guyane. Ça va être plutôt un combat parce qu'on nous annonce toujours des milliards. Après, il faudra aller les chercher, hein, et notamment pour les très petites entreprises qui sont souvent moins structurées, moins au combat sur ces sujets-là qui sont des sujets complexes. Et donc, il faut vraiment que la profession prenne en main tout le monde. Et je ne pense que c'est que unis, on l'a bien vu par le passé, c'est que unis qu'on pourra pour aller de l'avant, pour récupérer notre dû, en sachant qu'il y aura sûrement un sujet avec les TPE, les très petites entreprises. Hein. On connaît l'état de la Chambre des métiers actuellement, de la CAPEB. Il faudra vraiment qu'ils soient accompagnés. Je fais moins de soucis pour les entreprises de la Fédération du BTP, qui sont des entreprises structurées de plus de 20 salariés, qui ont les moyens de se défendre. J'ai plus d'inquiétude pour vraiment des TPE, de l'artisan seul, qui, lui, devra sûrement être soutenu parce que c'est complexe. On le voit bien maintenant, toute l'administration est de plus en plus complexe, de plus en plus informatisée, même les demandes d'aide, de report, tout est informatisé. Il faut avoir accès à tout, c'est complexe. Alors, si l'on en croit les retours de terrain d'entreprises qui ne sont pas partie prenante, enfin qui ne font pas partie du secteur du BTP, apparemment, la fonctionnalité
fonctionnalité des services de l'État ne serait pas à la hauteur des demandes et des attentes de ces entrepreneurs. Partagez-vous ce point de vue? Alors, Quand on dit qu'il manquerait nous, en tout d'effectifs, cas, on téléphone des choses très pratiques, Olivier Mantez. Il y a des appels téléphoniques à certains services, il n'y a personne pour répondre, et quand on répond, on dit « désolé, on est en sous-effectif ». Notamment, alors pour un artisan, c'est souvent une question de vie ou de mort. Soit il arrête, soit il a une réponse et une décision. ouais, je pense que c'est souvent le cas. Nous, moi, mon niveau, ce que je peux témoigner, c'est qu'il y a eu une mise en place d'une commission de suivi de l'activité économique. Honnêtement, elle fonctionne. Il y a du répondant. Je prends l'exemple. Les boîtes de BTP étaient régulièrement emmerdées au barrage d'Irakubo par les gendarmes qui empêchaient l'activité économique en disant vous n'avez pas le droit de passer. Il y a eu 2 coups de fil, ça a fonctionné. Nos gars sont bien moins contrôlés la journée parce que l'activité économique doit exister. Donc, il y a quand même, je vois l'ouverture de certaines entreprises. Hein. L'État et la CTG ont mouillé la chemise pour faire réouvrir des entreprises qui étaient indispensables, qui avaient un monopole. Je pense la fourniture d'acier de béton de Guyane, il y a eu une action importante de l'État pour que l'entreprise réouvre. Donc, il y a des activités. Par contre, j'imagine que dans des services, oui, c'est compliqué. On m'a informé aussi qu'il y avait a priori un problème aussi avec le programme de paiement de l'État, là, Covis, qui a priori ne pourrait pas fonctionner depuis en télétravail, et les fonctionnaires devraient être sur leur site pour pouvoir actionner les virements. Donc ça va poser un gros problème puisque les gens ne sont pas sur leur site, et donc a priori ça poserait des problèmes de réalité de virement sur les mandats actuels. Le Mantez, pensez-vous que si on suit un rythme actuel, avec le confinement qui est déprogrammé sur 6 semaines et voire au-delà, est-ce que vous considérez que c'est de nature à causer une crise dans le secteur du BTP? J'entends bien, puisque apparemment vous n'avez pas les mêmes problèmes que les autres. Est-ce que vous êtes en mesure de considérer que le BTP ne tiendra pas son rôle de tracteur de l'économie guyanaise? Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Monsieur Germain, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Et non, bon, le problème, on essaye de le régler. Moi, je pense que la clé, parce que peut-être qu'on se bouge plus que d'autres aussi. On est là, on a de l'activité, on essaye d'être un moteur, quoi. Voilà, on n'a pas décidé de tout fermer, d'attendre, quoi. Ouais, c'est pas gentil pour vos travailler collègues. Actuellement, c'est très compliqué. Aussi, Non, mais je dis pas ça. Mais des fois, c'est plus simple de rester confiné. Oui, c'est plus simple. Et de faire le footing. Non, je parle avec vos collègues qui se bouillent, qui assistent nous, à la CTG, partout. Ouais. D'accord. Alors, bilan prospectif sur la crise, Olivier Mantez. Comment voyez-vous l'avenir dans les... Alors, je sais que vous buvez du café, mais vous ne lisez pas dans le mar. Mais comment voyez-vous l'évolution de la situation dans le secteur du bâtiment jusqu'à la fin de l'année? Dans les mêmes conditions. Moi, déjà, prenons la situation actuelle. On va être en confinement jusqu'à début mai. OK. Le virus est maîtrisé en Guyane. Moi, il n'évolue pas trop. On va fonctionner bon an, mal an, comme on fonctionne actuellement, en mode dégradé. Il y aura des dégâts financiers qu'il faudra traiter. Malheureusement, le virus circule. Il y a des cas de Covid-19 sur nos chantiers. À l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, nos chantiers arrêteront. S'il y a des cas réels de Covid-19 sur un chantier, les gens doivent être en quatorzaine après. C'est impossible de savoir qui du chantier a touché. Dans beaucoup de chantiers, ça sera impossible de faire ça. Donc, globalement, si la crise arrive, globalement, le BTP s'éteindra. Sanitairement, on ne pourra pas faire autrement. C'est impossible sur un chantier de savoir, de retracer l'historique du gars qui a été contaminé. C'est impossible. Donc, globalement, si la crise arrive, malheureusement, le BTP sera obligé de sélectionner. Après, je dirais la clé du système, ça va être la capacité des donneurs d'ordre de redémarrer les opérations qui étaient prêtes à démarrer. Je pense le commissariat de Cayenne, le pont du Larivot, la centrale du Larivot, tout ça est presque prêt. Est-ce qu'il y aura un temps mort entre les deux? Il faut, notre action, ça sera vraiment de mettre la pression sur les maîtres d'ouvrage, que tout redémarre exactement derrière. Je pense que le challenge, il est là. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, pas grand monde le sait parce qu'il y a des enjeux financiers publics, budgétaires, qu'on ne maîtrise pas à l'heure d'aujourd'hui. Quand vous voyez les montants qu'on annonce d'aide de partout, des centaines de milliards d'euros, je ne sais pas quel est l'impact sur Guyane à suivant.
Mais il va y avoir globalement, dès la fin de la crise, une, une prise en compte de ces éléments-là. Et si vraiment il y a un certain nombre de chantiers qui seront décalés, on retombera en Guyane dans une crise. Ça, c'est clair. De toute façon, Olivier Montez, manifestement, on était quand même dans une phase de réduction de la dépense publique. On a vu on va dire un ajustement de la commande publique plutôt à la baisse, avec une reprise grâce à l'OIN, l'opération d'intérêt national. Mais grosso modo, on n'est pas dans une situation dans laquelle on peut envisager une évolution positive de la commande publique. Donc, est-ce qu'il ne serait pas raisonnable aujourd'hui Non, je suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Alors, donc, vous pensez qu'on va maintenir l'OIN et l'ensemble des chantiers qui ont été programmés? Ah non. Ce que je rappelle, c'est que la cellule économique et je dirais des fédérations sentaient que, enfin, au bout de 2 ans d'attente, 3 ans d'attente, une reprise allait arriver dans le BTP en 2020, fin 2020-2021. Il y a quand même des projets importants, structurants qui étaient annoncés. L'OIN, la prison de Saint-Laurent, le tribunal de Saint-Laurent, le pont du Larivot, le doublement de Levallois-Balata-Brogue, le palais de justice. Les choses quand même arrivées. On ne peut pas toujours être négatif sur tout. C'est-à-dire il y a un certain nombre de projets qui étaient liés aux accords de Guyane, qui avaient mis beaucoup de temps à arriver. Malheureusement, j'espère que tout ça ne va pas être effacé d'un trait de main avec les problèmes sûrement budgétaires qui vont arriver après cette crise du Covid-19. Olivier Montez, oui. Luc, j'avais une petite question par rapport à ce que disait Olivier Montez. Olivier Montez, tout à l'heure, vous avez indiqué que donc on vous demandait de reprendre l'activité ou de la poursuivre le plus possible, tout en respectant un certain nombre de règles de barrières, de règles barrières. Hein, vous les avez rappelées tout à l'heure. Vous indiquez également que si jamais, pour l'instant, bien heureusement, le virus n'est pas circulant en Guyane, si jamais, effectivement, il le devenait, en particulier sur vos chantiers, ça serait très difficile de retracer et forcément, vous seriez obligé d'arrêter l'activité. Ma question, du coup, c'est est-ce que vous avez demandé aux autorités de pouvoir bénéficier notamment des masques, puisqu'on sait que c'est un élément quand même supplémentaire par rapport à la propagation du virus de protection. Est-ce que par rapport à la pénurie de masques qui existe en Guyane, est-ce que malgré tout, vous avez fait cette demande-là aux autorités? Alors, la philosophie du fonctionnement du BTP, c'est le fascicule de BTP qui a été mangé. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de masque pour le travail normal. Le masque est mis quand la distance de 1 mètre ne peut pas être respectée. Voilà. En fait, peut-être que la question de Marc justement, mais comme vous disiez tout à l'heure qu'il était difficile de respecter cela, vous le constatiez vous-même sur vos chantiers. Justement, comme vous le constatez que c'est souvent difficile d'être respecté, est-ce que du coup, c'est une préoccupation pour vous? Est-ce que du coup, vous essayez effectivement de voir dans quelle mesure vous pourriez disposer de masques? Tout à fait. Donc, il y a quelques masques qui existent. Il y a des commandes qui sont passées à titre individuel. La position de la préfecture est claire. Les masques actuellement en Guyane sont réservés au personnel médical, donc ne sont pas distribués aux entreprises. Donc, chaque entreprise doit se démerder en gros. Donc, nous, il y a une solution alternative qui est en train de mise en œuvre et qui pourrait avancer, c'est mettre des visières sur les casques de chantier. Donc, c'est une solution, comme vous voyez les gens qui font l'espace vert. Donc, c'est une visière en plexiglas qui se rabat. Donc ça, il y a un peu de stock mondial et a priori, on pourrait avoir des stocks en métropole là. Mais clairement, le problème des masques amènera une difficulté dès que le virus va circuler, puisqu'on ne sera pas en mesure d'équiper nos gars avec des masques. D'accord. Oui. Marc, une autre question? Non, mais c'était tout. Voilà. Merci. Très bien. Écoutez, Olivier Montez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, de vous être prêté à ce jeu des questions-réponses, qui ne sont pas un jeu, bien entendu. Je pense que vous resterez actif et que l'on vous retrouvera
très probablement dans vos activités au fil de cette crise. En tout cas, merci d'avoir participé. Merci à ceux qui nous ont suivis en radio sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou, sur Facebook également. Et puis rendez-vous début de semaine prochaine pour ce qui nous concerne, à vrai dire, pour la suite liée au coronavirus et aux autres activités. Bonne journée et à bientôt. Merci Olivier Montez. Vous écoutez RDI.